Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, Maria Mathiam devant ce micro. C'est un plaisir de vous présenter ce dernier podcast de l'année 2024. Pour ce dernier épisode de votre émission Le Faux dans l'info, nous nous intéressons à une étude sur les pratiques du fact-checking dans un contexte de conflit. Le Faux dans l'info, décryptage. Comment des vérificateurs de faits travaillent-ils dans des contextes de conflit? Le cas du Mali et de l'Éthiopie, analysé dans une étude réalisée par Samba Djalimpabaji, doctorant à l'université d'Oslo-Met, et deux autres de ses collègues. Notre invité est Samba Djalimpabaji, doctorant à l'université Oslo-Met d'Oslo, en Norvège. Ses recherches portent sur la désinformation et le fact-checking. Bonjour Samba Djalimpabaji. Bonjour Mariama. L'étude que vous avez menée avec deux autres collègues s'intéresse aux différentes pratiques du fact-checking en Éthiopie et au Mali, deux pays marqués par des restrictions de la liberté de presse. Pouvez-vous nous peindre un peu le tableau général de la situation des journalistes dans ces deux pays ? Il faut dire que, de façon générale, la situation des médias, des journalistes, des professionnels des médias n'est pas reluisante dans les deux pays, en Éthiopie et au Mali. Et tous les derniers rapports de Reporters sans frontières et d'autres organisations de défense des droits de l'homme le confirment. La situation se dégrade d'année en année. Au Mali, c'est au moins depuis 2012, en tout cas 2013, où vraiment la situation a commencé à se dégrader. Des journalistes sont enlevés, des médias sont fermés, il y a eu même des journalistes tués, des médias sont suspendus. Le cas le plus récent d'ailleurs qui est postérieur à la publication de notre étude, c'est la radio Joliba ou le groupe Joliba, la télévision qui a perdu sa licence, je crois, ou qui a été suspendue, qui est une radio malienne et qu'on a eu aussi d'autres médias étrangers, RFI, France 24, qui ont été suspendus dans le pays, et des mesures de plus en plus restrictives. En Éthiopie, à l'arrivée d'Abiy Ahmed, qui a eu même le prix Nobel de la paix lorsqu'il a accédé au pouvoir, il y a eu un semblant de frémissement où les Éthiopiens et même les journalistes étaient un peu enthousiastes par rapport aux actes qu'il posait, mais tout de suite il y a eu un désenchantement des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme qui ont vu aussi que la situation des médias, après un petit espoir, a commencé à se dégrader, surtout quand la guerre a commencé, la guerre civile en novembre 2020, la situation des journalistes s'est de plus en plus dégradée et là aussi c'est montré par différents rapports, que ce soit de Reporters sans frontières, mais des chercheurs qui s'intéressent sur l'Éthiopie où des journalistes sont emprisonnés, d'autres ont été tués également. Donc c'est dans ces conditions que les journalistes essaient de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. C'est très compliqué. J'ai eu l'opportunité d'aller en Éthiopie dans le cadre de mes recherches, également au Mali dans le cadre de mes recherches où j'ai rencontré beaucoup de professionnels des médias, des journalistes, des acteurs de la presse ou des organismes qui soutiennent le travail des journalistes. Et de façon générale, c'est des contextes vraiment difficiles pour les journalistes dans ces pays-là. Quelles sont les spécificités constatées au Mali et en Éthiopie en termes de fact-checking ? Une grande spécificité dans le fact-checking dans les deux pays, en Éthiopie et au Mali, c'est que quasiment toutes les organisations impliquées dans les activités de fact-checking sont des organisations en dehors des médias traditionnels. Donc, ce qu'on peut appeler de manière triviale les acteurs périphériques du journalisme. Donc, c'est-à-dire les initiateurs du fact-checking ou les initiatives du fact-checking dans ces deux pays se font en dehors des médias traditionnels. C'est-à-dire aucun média traditionnel, aucun média classique ne fait du fact-checking. Donc ce sont des acteurs qui sont en dehors. Donc au Mali, c'est pour l'essentiel des blogueurs qui se sont regroupés en association et qui font du fact-checking sur leur plateforme. Ce sont de petites organisations de médias, donc des sites web un peu qui font ça.
En Éthiopie, on a la même configuration. Quand on commençait cette étude, il n'existait que deux organisations dans le fact-checking, Ethiopia Check et Hack Check. Et ces deux organisations également évoluent en dehors des médias classiques. Ce sont des organisations à but non lucratif qui ont initié ces activités de fact-checking. Alors, c'est une tendance qui est plus ou moins globale en Afrique. Quand on observe bien dans beaucoup de pays africains, les pionniers en matière de fact-checking viennent en dehors des médias classiques, même si dans certains pays, on va voir certains médias classiques qui s'impliquent de plus en plus dans l'activité du fact-checking. Donc ça, c'est vraiment une spécificité que nous avons. Une autre spécificité, c'est un peu lié au contexte global dans ces deux pays, les contextes sociopolitiques, qui font que, pour l'essentiel, ces organisations dans le fact-checking dans ces pays-là se focalisent plus sur les contenus viraux qui sont partagés sur les réseaux sociaux, qu'ils vérifient et vérifient vraiment dans une moindre mesure les déclarations des personnalités publiques. Les déclarations des hommes politiques font rarement l'objet de vérification. Ces organisations se focalisent plus sur ce que les utilisateurs des réseaux sociaux partagent, donc les contenus viraux qu'ils vérifient, ce qui fait que voilà, c'est une forme de fact-checking qui se focalise plus sur les réseaux sociaux que dans le débat public. Quelles sont les différences entre les deux pays quand on étudie les spécificités dans la vérification des faits? Une première différence que nous avons observée dans le fact-checking dans les deux pays, c'est que en Éthiopie, les organisations qui sont dans le fact-checking publient leur contenu directement dans leur langue. Donc, ça va être l'amharique, ça va être somali, ça va être oromo, tigrénien. Donc, les principales langues qui sont parlées dans le pays. Il y a une organisation, HackCheck, qui propose aussi une traduction en anglais de ces fact-checks, mais le cœur de production se fait dans ces langues-là qui sont parlées en Éthiopie, alors qu'au Mali, les productions sont faites en français. Sur les sites web, les articles sont publiés en français, même si certaines organisations proposent des versions dans les langues nationales, notamment de petites versions audio, de petites versions vidéo qui résument le condensé des contenus des articles qui sont partagés donc sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, donc ils vont le faire en Bambara, en Sonrai, etc., etc. Donc ils le font. Mais vraiment, la différence majeure dans les deux cas, c'est vraiment en Éthiopie, on publie dans les langues nationales qui sont parlées en Éthiopie, alors qu'au Mali, on publie plus en français. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Je vous rappelle que notre invité est Samba Djalempa Badji, doctorant à l'université Oslomet d'Oslo en Norvège. Ses recherches portent sur la désinformation et le fact-checking. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Check pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Notre invité est Samba Djalempa Badji, doctorant à l'université Oslomet d'Oslo en Norvège. Ses recherches portent sur la désinformation et le fact-checking. Samba Djalempa Badji. Quels sont les défis auxquels font face les fact-checkers maliens et éthiopiens? Les défis sont nombreux. Et le premier défi est lié à la situation sociopolitique sécuritaire dans les deux pays. Étant donné qu'il y a de plus en plus de restrictions sur la liberté de la presse, le travail des journalistes devient de plus en plus compliqué dans les deux pays. Donc, cela aussi a des conséquences sur le travail de ceux qui font du fact-checking parce que ils évoluent tous dans l'environnement médiatique de façon générale et s'il y a des restrictions sur la liberté de la presse, là, se répercute sur leur travail. Donc, c'est des difficultés à avoir accès aux sources d'information. C'est des difficultés à traiter certains sujets. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'ils ne vérifient pas beaucoup les déclarations des hommes politiques et particulièrement des dirigeants. Par exemple, au Mali, nous avons rencontré des fact-checkers qui nous disent carrément qu'ils s'autocensurent sur certains sujets. Ils préfèrent ne pas travailler sur certains sujets parce qu'ils craignent de subir des représailles des autorités politiques, d'autant qu'ils ont vu qu'il y a eu des médias qui ont été fermés à cause du travail qu'ils ont fait et que les autorités n'ont pas apprécié. Donc, par
instinct de conservation, stratégie d'autodéfense, ils décident de ne pas travailler sur certains sujets parce que ça leur permet au moins de ne pas subir de représailles, de ne pas être fermés, de ne pas être interdits, et ils continueront à opérer. L'autre difficulté, c'est aussi la difficulté d'avoir des ressources humaines bien formées dans le fact-checking, parce que vraiment, ce sont des gens qui font du fact-checking de façon volontaire. Certains ont eu à avoir des formations par-ci par-là, mais ce n'est pas une formation assidue, ce qui fait que souvent, dans ces organisations-là, ils ont très souvent des difficultés d'avoir des ressources humaines de qualité. Parfois, dans le contenu de leur travail, on sent qu'il y a des choses qui restent. Ils en sont conscients, ils en parlent souvent et ils sont demandeurs aussi de formation pour acquérir beaucoup de compétences dans le domaine. Un troisième défi qui n'est pas des moindres, c'est le défi du financement. Comme je l'ai dit, souvent ce sont des organisations ou des associations à but non lucratif qui ne gagnent pas de l'argent sur le fact-checking qu'ils font, donc ils cherchent des financements. Pour les organisations de blogueurs, ils s'organisent comme ils peuvent, par exemple avec des cotisations des membres qui permettent à la limite de faire fonctionner les locaux qu'ils occupent. Et puis après, chacun se débrouille, puisque certains d'entre eux sont également des journalistes freelance qui travaillent pour d'autres médias. Ils peuvent vivre de ça, mais ils font du fact-checking plus ou moins de façon bénévole. Certaines de ces organisations, en Éthiopie, au Mali, il arrive d'avoir aussi quelques financements venant de certains organismes internationaux comme Internews, ou recevoir quelques financements de la part de certaines ambassades occidentales ou de l'Union européenne. À la différence, Studio Tamani, qui est une radio qui appartient à la Fondation Hirondelle, Studio Tamani a pour sa part une section fact-checking, donc qui fait utiliser des journalistes qui sont déjà dans la rédaction. Donc ça, c'est vraiment les trois principaux défis qu'on a décelés dans ces deux pays. Est-ce que les Maliens et les Éthiopiens estiment que le travail de vérification des faits a un impact? Alors, c'est une question que nous nous sommes posée, mais qui n'est pas vraiment dans le cadre de cette étude. Alors, cette étude d'abord est une étude exploratoire qui se focalise plus sur le paysage du fact-checking, qui s'intéresse plus à la façon dont les gens travaillent, comment ils font le fact-checking et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Mais nous ne sommes pas tellement intéressés à l'autre côté, c'est-à-dire comment le public, comment l'audience juge le travail du fact-checking. Ça, c'est un travail qui va être fait plus tard, soit par nous-mêmes ou par d'autres chercheurs sur la base de l'exploration que nous avons faite en disant aux gens, OK, voici la situation du fact-checking, voici comment les gens travaillent. Et d'autres chercheurs ou même nous-mêmes, nous pourrons prendre à partir de là pour maintenant travailler, étudier sur l'impact de ce travail vu du côté du public. Ce que nous avons fait aussi, c'était plutôt d'étudier la perception des fact-checkers eux-mêmes sur ce que le public pense de leur travail. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et quelque part, là aussi, on sent que eux-mêmes, en tant que fact-checkers, sont conscients des limites de leur travail. Ils ont aussi le sentiment que même si le travail qu'ils sont en train de faire est important, jusque-là, l'impact n'est pas encore évident. Ça, c'est ce que eux ressentent. Ça ne vient pas du public, mais ça vient des fact-checkers eux-mêmes, et qui eux-mêmes soulignent pourquoi ils pensent que leur travail n'est pas encore en train d'avoir l'impact souhaité. Un premier constat qu'ils ont fait, c'est que en termes d'audience, leur travail, pour le moment, a encore un public, je ne vais pas dire confidentiel, mais n'a pas encore atteint le grand public en termes d'exposition. Ça, c'est dû au fait de la nature du travail qu'ils font, les plateformes qu'ils utilisent. Ils se focalisent beaucoup sur Internet, alors qu'une bonne partie de l'audience est sur les radios. Même par rapport aux réseaux sociaux, comment ils les utilisent, peut-être que ça ne permet pas de toucher un large public. Au Mali, les fact-checkers eux-mêmes sont conscients que produire l'essentiel de leur contenu en français limite l'accès au grand public. C'est pourquoi ils commencent même à proposer d'autres offres, à proposer du contenu dans les langues nationales, à travailler avec des radios communautaires pour essayer de toucher les gens qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas accès à Internet, etc., etc. Merci beaucoup à vous, Samba Djalimpa Badji. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'université Oslomet d'Oslo en Norvège. Vos recherches portent sur la désinformation et le fact-checking.
Merci Mariama, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être dans ce programme pour parler de fact-checking. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Thiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!